Avant de commencer, il est important de préciser que ce n'est pas une fiction ni un scénario, c'est une affaire réelle. Derrière cette histoire, il y a une vie réelle, une victime, une famille. Pendant des années, elle a regardé des documentaires criminels, écouté des récits d'affaires glaçantes, analysé des enquêtes célèbres et observé, presque méthodiquement, la manière dont certains crimes avaient été commis, découverts, puis jugés. Comme des millions d'autres personnes à travers le monde, elle s'est intéressée au true crime par curiosité, par fascination pour l'esprit humain, par envie de comprendre ce qui pousse quelqu'un à franchir l'irréparable. Mais chez elle, cette fascination n'était pas un simple divertissement, elle occupait une place centrale, constante, presque obsessionnelle. À force de regarder, d'écouter et d'analyser, une question s'est imposée, froide et dérangeante. Que ressent réellement une personne au moment où elle passe à l'acte? Et surtout, est-il possible de comprendre le crime sans jamais l'expérimenter? Nous sommes en Corée du Sud, et Jung Yoo-jung est alors âgée de 23 ans, une jeune femme sans antécédents judiciaires, sans passé violent connu, et qui, en apparence, ne présente aucun signe évident de dangerosité. Elle vit seule, mène une existence discrète, passe une grande partie de son temps enfermée chez elle, souvent isolée, sans cercle social identifiable, trouvant dans Internet et les documentaires une forme de refuge. Selon les enquêteurs, son téléphone ne contient presque aucun contact, aucun message, aucun appel entrant ou sortant, comme si elle évoluait en marge de toute relation sociale. Dans ce contexte d'isolement, le true crime devient omniprésent dans sa vie. Peu à peu, les crimes qu'elle regarde cessent d'être des drames humains, pour devenir des scénarios qu'elle analyse avec distance, presque comme des expériences théoriques. Elle développe une fascination particulière pour la psychologie des criminels, s'interrogeant sur leurs pensées, leurs émotions, et surtout sur ce moment précis où une personne décide de franchir la limite. Elle se demande si la culpabilité est immédiate, si la peur existe réellement, ou si tout cela disparaît au moment de l'acte, remplacé par un détachement total. Ses pensées deviennent de plus en plus présentes, jusqu'à occuper une place dominante dans son esprit. Progressivement, l'idée que regarder et analyser ne suffit plus commence à s'imposer. Si elle veut réellement comprendre, alors elle doit vivre cette expérience. C'est à partir de ce moment que Jung Yoo-jung met en place un plan, simple dans sa structure, mais extrêmement inquiétant dans son intention. Conformément aux lois sud-coréennes, la victime et sa famille ont choisi de rester anonymes. Tout au long de cette affaire, nous l'appellerons sous le prénom d'emprunt Elisa. La victime, Elisa, était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle donnait des cours particuliers d'anglais à des lycéens. C'est un travail très sérieux. Les parents sont exigeants, très impliqués, et extrêmement minutieux dans le choix du tuteur parfait pour leurs enfants parfaits, qu'ils imaginent être les prochains Einstein. C'est un travail difficile, mais Elisa aimait ça. Elle était étudiante dans une université prestigieuse. Cela correspondait bien à son emploi du temps et facilitait l'obtention de postes de tutrice. Elle aimait aider les élèves à s'intéresser à l'anglais. Elle rendait l'apprentissage amusant. Elle voulait simplement être une tutrice sympa. C'était sincèrement son état d'esprit. En 2023, avec toutes les applications disponibles, il existe des plateformes spécialisées pour les tuteurs. Les tuteurs s'y inscrivent et sont vérifiés. Leur université, leur relevé de notes, leur diplôme, tout est contrôlé. Les parents adorent ces applications sécurisées. Ils y cherchent des tuteurs pour toutes les matières, pour des élèves du primaire, du collège et du lycée. La demande pour les professeurs d'anglais était particulièrement élevée, et la rémunération plutôt bonne. Elisa recevait donc de nombreux messages de parents intéressés. Parmi eux, une femme se présentant comme la mère d'une collégienne insistait beaucoup pour l'embaucher. Au départ, Elisa refuse, car le domicile était trop éloigné. Pourquoi faire un long trajet si ce n'est pas nécessaire? Mais elle finit par accepter. Cette « mère » était en réalité Jung Yoo-jung. Le jour du rendez-vous, Jung Yoo-jung se rend au domicile de la tutrice comme prévu, sans agitation, sans nervosité apparente. Elle entre, engage une conversation ordinaire, s'assoit, échange quelques mots, et laisse s'installer une atmosphère calme, presque banale. Puis, à un moment précis, la situation bascule brutalement. Jung Yoo-jung passe à l'acte, mettant fin à la vie de la jeune femme, un acte que les enquêteurs qualifieront plus tard de prémédité, excluant toute hypothèse d'un geste impulsif. Après les faits, elle reste sur place pendant un certain temps, avant de tenter de faire disparaître les preuves, utilisant une valise qu'elle avait apportée avec elle, ce qui démontre que chaque étape avait été anticipée à l'avance. Ce moment marque le point de non-retour. Il est 3 heures du matin en Corée du Sud, le 27 mai 2023, un chauffeur de taxi s'arrête pour prendre une jeune fille accompagnée d'une valise. Il ouvre le coffre. Il lui propose même de l'aider à mettre la valise dans le coffre, mais elle lui répond « Non, ça va, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, je peux le faire moi-même. » Elle met la valise dans le coffre, le referme,
s'installe à l'arrière du taxi, et le chauffeur la regarde dans son rétroviseur. C'est un peu tard pour partir en vacances. Et en plus de ça, sa destination n'est même pas un aéroport, ni un terminal de bus, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est un parc local près de la rivière. Il conduit tranquillement jusqu'au parc. Elle lui indique où s'arrêter, le paie, descend du taxi et sort seule la valise du coffre. Encore une fois, elle a l'air vraiment lourde, très lourde. Elle lui dit à nouveau « Non, ne vous inquiétez pas monsieur, je peux le faire toute seule. » Le chauffeur est impressionné par la force physique des jeunes, qui ne cessent jamais de l'étonner. Ils se disent au revoir, et il la regarde avec un peu de curiosité tandis qu'elle se dirige presque en sautillant vers le parc, en direction du terrain herbeux. Quelle fille étrange, elle paraissait vraiment très jeune. Que fait-elle seule à cette heure-là? Et où va-t-elle avec une valise dans un parc? Il décide de faire une pause cigarette sur place. Honnêtement, il pensait qu'elle aurait probablement besoin d'un trajet retour. Aucun taxi ne s'arrêterait au milieu d'un parc pour qu'elle puisse en prendre un, surtout près d'une rivière à 3 heures du matin. Il pense que rien de bon ne peut arriver à une jeune fille qui erre seule à cette heure-là en cherchant un taxi. Il fume, puis lève les yeux. Cela fait environ, 15, 20 minutes? Et là, elle est de nouveau là. Il la regarde sortir du parc en direction de sa voiture, et sa valise paraît soudainement très légère. Parce que tout à l'heure, elle traînait sur ses roulettes. Cela forçait presque son corps à se pencher vers l'avant pour la tirer. Et maintenant elle semble presque voler tandis qu'elle la déplace. La jeune fille lui demande de la ramener. Toute l'ambiance semble étrange. On dirait qu'elle ne remarque même pas que c'est le même chauffeur de taxi. Il la regarde à plusieurs reprises dans son rétroviseur, pendant qu'il la conduit à destination. Quelque chose dans ses tripes lui dit que ce n'est pas normal. Quelque chose cloche. Où serait-elle allée avec cette valise? Et pourquoi serait-elle plus légère en ressortant du parc? Personne ne jette simplement ses vêtements dans un parc. Elle pouvait avoir l'air d'une collégienne, mais il y avait quelque chose chez elle, une énergie étrange. Il alerte la police. Les autorités découvrent alors qu'elle transportait le corps démembré de la victime depuis l'appartement même de cette victime jusqu'à ce parc. Le chauffeur de taxi avait, sans le savoir, transporté des restes humains démembrés, dans le coffre de sa voiture. Il avait été assis dans la même voiture qu'une meurtrière au visage juvénile, non pas une fois, mais 2 fois. Les autorités se rendent alors dans le parc indiqué, où elles découvrent des éléments confirmant qu'un crime grave a été commis. Très rapidement, l'enquête permet d'établir que Jung Yoo-jung a transporté des restes humains depuis l'appartement de la victime jusqu'à ce parc, utilisant le taxi sans que le chauffeur n'en ait conscience. La police retourne ensuite au domicile de la victime, où d'autres preuves viennent confirmer la réalité des faits. Après son arrestation, Jung Yoo-jung, âgée de 23 ans, ne semble pas particulièrement alarmée lors de son interrogatoire. Elle explique calmement aux policiers que les restes humains retrouvés seraient ceux de son bébé. Elle affirme avoir accouché chez elle, avoir tué le bébé parce qu'elle ne voulait pas être mère, et avoir dispersé les restes lors d'un épisode psychotique. Cette version est très rapidement démolie. Aucune preuve de grossesse. Les restes ne correspondent pas à ceux d'un nourrisson. Les autorités retrouvent également la carte d'identité d'Elisa près des restes, ainsi que des vêtements ensanglantés et d'autres parties du corps. Ils retournent alors à l'appartement de la victime et trouvent encore plus de preuves. Ils lui disent clairement « Ce n'est pas votre bébé, nous savons que ce n'est pas votre bébé, dites-nous la vérité ». C'est à ce moment-là qu'elle se plaint soudainement de douleur à l'estomac. Elle dit qu'elle va mourir. Étant sous la responsabilité de la police, elle est transportée à l'hôpital. Surprise. Elle ment. Il n'y a absolument rien qui ne va. Cette affaire choque profondément l'opinion publique en Corée du Sud, non seulement par la gravité des faits, mais par leur banalité apparente. Tout s'est déroulé sans cri, sans agitation, sans attirer l'attention, au cœur d'une nuit ordinaire. Elle pose une question troublante, à une époque où le true crime est omniprésent, accessible en permanence, et parfois consommé sans recul. Comprendre le crime est nécessaire. Mais oublier qu'il s'agit de vies réelles peut conduire au pire. Car derrière chaque histoire, il y a des victimes, des familles et des absences irréparables. La curiosité est humaine. Mais lorsqu'elle n'a plus de limites, elle peut devenir dangereuse. La vérité laisse toujours des traces. Si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter notre vidéo.